Bonjour à tous. Voici une courte vidéo pour vous donner un aperçu des communications officielles du Kremlin en Russie et de la Maison-Blanche aux États-Unis concernant l'appel téléphonique qui a eu lieu entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'était le deuxième appel téléphonique au cours duquel ils ont discuté de la proposition de cessez-le-feu des États-Unis. Ce que nous avons ici est assez significatif. D'une part, nous avons les Russes qui ont immédiatement publié un compte-rendu de la conversation téléphonique. Nous avons également les Américains qui nous ont donné leur version de ce qui s'est passé lors de cet appel téléphonique. Et lire ces deux documents en détail et les comparer peut nous aider à comprendre où en est actuellement le processus. Une chose est certaine, dans les médias traditionnels, nous n'obtenons qu'une version narrative et non une analyse appropriée, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous rappeler où nous en sommes. Nous avons eu cet accord le 11 mars qui a été conclu à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre les États-Unis et l'Ukraine. En gros, cet accord a permis de s'assurer que les Ukrainiens sont désormais sous surveillance étroite et qu'ils acceptent que les États-Unis négocient en leur nom avec la Russie. J'ai fait un segment sur la première partie de l'accord le 12 mars. Si vous voulez aller le chercher sur la chaîne, vous trouverez mon évaluation détaillée à ce sujet là-bas. Mais l'important ici est vraiment que les États-Unis définissent ce qui doit être accompli et qu'il est maintenant temps de commencer un processus vers une paix durable. C'est la première partie significative, n'est-ce pas? Les Ukrainiens ont dû accepter cela et l'ont effectivement approuvé. Et puis les États-Unis établissent que c'est elles, c'est-à-dire les États-Unis, qui communiqueront à la Russie que la réciprocité russe est la clé pour parvenir à la paix. Donc, les Ukrainiens conviennent que, d'accord, tout ce que nous décidons ici, vous, États-Unis, vous allez le faire pour nous, en notre nom, parce que nous convenons maintenant que vous devriez diriger les négociations, n'est-ce pas? C'était l'un des points clés et centraux de ce marathon de négociations de 8 heures à Jeddah pour tordre le bras des Ukrainiens au point où ils accepteraient que ce soit les États-Unis qui mènent ces négociations. Ensuite, quelques détails sont mentionnés, comme le fait qu'un échange de prisonniers de guerre serait l'un des objectifs parmi d'autres. Bien sûr, la partie principale était qu'un cessez-le-feu de 30 jours commencerait, n'est-ce pas? C'est ce que les États-Unis ont dit que l'Ukraine devait accepter. C'est quelque chose que l'Ukraine voulait. Et en fait, comme je l'ai déjà discuté, c'est quelque chose qui, si cela se réalisait, aiderait le plus les Ukrainiens, n'est-ce pas? Cela serait en faveur des Ukrainiens parce qu'ils perdent sur le champ de bataille. Et il est absolument clair qu'ils perdent sur le champ de bataille. Donc, un cessez-le-feu signifierait essentiellement un gel sur le champ de bataille, ce qui serait bon pour les Ukrainiens. Mais c'est la principale raison pour laquelle les gens sur ces chaînes et ainsi de suite ont dit que les Russes n'accepteraient jamais cela. De plus, parce que les Russes ont dit qu'ils n'accepteraient pas un cessez-le-feu, n'est-ce pas? Donc, la question était alors, que va-t-il sortir du Kremlin à ce sujet? Permettez-moi également de souligner à nouveau que dans l'accord de Jeddah entre l'Ukraine et les États-Unis, il a été fixé que les États-Unis se sont engagés à discuter de ces propositions spécifiques avec un représentant de la Russie. Encore une fois, ce sont les États-Unis qui sont en charge. La délégation ukrainienne a réitéré que les partenaires européens doivent être impliqués dans le processus de paix. Bien que cela semble indiquer que les Européens seraient impliqués, cela signifie que les Européens sont exclus. Il est clair que les Européens et l'Ukraine ne seront pas à la table des négociations. Point final. C'est ce que les États-Unis ont établi ici. Maintenant viennent les négociations en coulisses qui ont eu lieu entre l'Ukraine et les négociateurs américains, comme Vitkov à Moscou, afin de mener au grand appel téléphonique entre les États-Unis et la Russie.
Et ici, nous devons vraiment passer en revue ce que la Russie nous dit, car ce que la Russie comprend de cet appel déterminera si les choses peuvent vraiment avancer ou non. Et heureusement, je peux vous dire que cela semble très prometteur. En fait, bien que comme Alexander Mercurius l'a déjà établi sur sa chaîne, les Russes ne cèdent rien militairement, bien qu'ils fassent des gestes de bonne volonté pour maintenir le processus en vie. Et je voudrais insister le plus sur ce point. Vladimir Poutine et Donald Trump ne comprennent pas ce qui se passe actuellement comme une sorte de grand accord unique ou de grand marché qui doit être conclu par une poignée de main et ensuite tout sera mis en œuvre. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un processus de paix. Et le processus prend du temps. Et c'est ce qui intéresse le plus les dirigeants du Kremlin et de la Maison-Blanche. Alors maintenant, lisons d'abord l'interprétation ou la description de l'appel par le Kremlin. Les dirigeants ont poursuivi leur échange de vues détaillé et franc sur la situation entourant l'Ukraine. Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude à Donald Trump pour son effort visant à atteindre le noble objectif de mettre fin aux hostilités et aux pertes de vies humaines. Confirmant son engagement fondamental à trouver une résolution pacifique au conflit, le président de la Russie a exprimé sa volonté d'élaborer minutieusement des solutions possibles en coopération avec les partenaires américains, visant à atteindre un règlement qui serait global, fiable et durable, et qui prendrait naturellement en compte les besoins essentiels pour éliminer les causes profondes de la crise, ainsi que les intérêts légitimes de sécurité de la Russie. Donc, ce que les Russes nous disent ici, c'est que dans le grand schéma des choses, concernant l'objectif des parties, les Russes interprètent que les Américains sont de leur côté, qu'ils veulent le même objectif final. Mais, bien sûr, il y a maintenant des détails à régler, mais dans l'ensemble, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est ce que les Russes nous disent ici. Maintenant, une partie importante concernant la proposition du président américain de déclarer un cessez-le-feu de 30 jours. La partie russe a souligné un certain nombre de points significatifs concernant l'assurance d'un contrôle efficace sur un éventuel cessez-le-feu le long de toute la ligne de front, ainsi que la nécessité d'arrêter la mobilisation forcée en Ukraine et le réarmement des forces armées ukrainiennes. Cela est bien sûr très significatif, car c'est un élément clé de ce que la Russie souhaite voir se réaliser militairement, et comme une forme d'accord avec les États-Unis, et par extension avec l'OTAN, afin de progresser vers un cessez-le-feu global. Encore une fois, le cessez-le-feu n'est pas quelque chose que l'on établit du jour au lendemain. Un cessez-le-feu est quelque chose vers lequel on travaille. Et maintenant, nous abordons les questions techniques les plus importantes, les questions pratiques que les Russes veulent voir se réaliser. Il a été noté qu'il existe un risque sérieux concernant l'intransigeance du régime de Kiev, qui avait à plusieurs reprises saboté et violé des accords négociés. Un accent a été mis sur les actes barbares de terrorisme commis par des militants ukrainiens contre des civils résidant dans la région de Koursk. Donc ici, nous avons les Russes qui nous disent qu'ils ont dit aux Américains qu'ils ne font pas confiance au régime de Kiev, qu'ils ne font pas confiance à M. Zelensky et qu'il faut beaucoup de prudence dans la gestion de l'Ukraine par les États-Unis, n'est-ce pas? C'est apparemment ce qu'ils essaient de transmettre aux Américains, qu'ils considèrent maintenant comme des partenaires dans le processus de paix. Il a été souligné que la cessation complète de l'aide militaire étrangère et du renseignement à Kiev doit devenir la condition clé pour prévenir une escalade du conflit et progresser vers cette résolution par des moyens politiques et diplomatiques. Voilà donc ce que les Russes nous disent, qu'ils veulent en échange de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu approprié, cessation de l'aide militaire et du renseignement.
ce qui est, bien sûr, exactement ce que Donald Trump a décidé dans le Jeddah, ou ce que les États-Unis ont décidé dans l'accord Jeddah avec l'Ukraine de redémarrer, n'est-ce pas? Ici, il a été déclaré qu'une levée immédiate aurait lieu sur la pause du partage de renseignements et de l'assistance militaire à l'Ukraine. Donc, les États-Unis reprennent essentiellement l'aide militaire. Et maintenant, nous savons pourquoi. Car l'aide militaire et le renseignement sont quelques-unes des cartes de négociation que les États-Unis apportent à la table avec la Russie. Le fait qu'ils l'aient suspendu auparavant signifie qu'ils ont montré aux Russes qu'ils sont capables et prêts, dans certaines circonstances, de retenir ce soutien. C'est maintenant l'un des atouts de négociation des États-Unis. Et la Russie reconnaît que c'est le cas et dit « Regardez, nous devons travailler pour que vous arrêtiez l'aide militaire pendant que nous travaillons ensuite à parvenir au cessez-le-feu que nous souhaitons. » Nous voyons donc maintenant les contours de la manière dont cette négociation sera réduite, n'est-ce pas? Cela se fera par une limitation du soutien d'une part, en échange d'un panier toujours croissant de cessez-le-feu. Et je reviendrai là-dessus dans un instant. Mais continuons à lire. Faisant référence à l'appel récent de Donald Trump pour épargner la vie des militaires ukrainiens encerclés dans la région de Koursk, Vladimir Poutine a confirmé que la partie russe était prête à adopter des motifs humanitaires et a garanti que les soldats des forces armées ukrainiennes vivraient et seraient traités équitablement conformément à la législation russe et au droit international en cas de reddition. Donc, encore une fois, Vladimir Poutine dit « Ok, nous vous donnons quelque chose. Nous allons essayer d'épargner la vie des soldats ukrainiens à Koursk, dont je comprends qu'il n'y en a plus beaucoup là-bas. Mais ceux qui se rendent bénéficieront de la Convention de Genève et seront traités comme des prisonniers de guerre, ce qui signifie qu'ils ne seront pas persécutés, poursuivis ou emprisonnés indéfiniment. Ils pourront essentiellement partir à nouveau une fois le conflit terminé. Je veux dire, toutes ces choses sont là. Et donc Vladimir Poutine donne essentiellement une autre chose que Trump voulait, pour que Donald Trump puisse dire « Regardez, nous avons accompli pas mal de choses. Nous avons obtenu beaucoup dans ce processus. » Et un passage très important ici. Au cours de la conversation, Donald Trump a proposé que les parties s'abstiennent mutuellement de frappes sur les infrastructures énergétiques pendant 30 jours. Vladimir Poutine a répondu favorablement à la proposition et a immédiatement donné l'ordre pertinent aux troupes russes. C'est une autre grande victoire pour Donald Trump, quelque chose qu'il peut ramener chez lui et dire « Regardez, nous avons maintenant obtenu un cessez-le-feu de 30 jours sur les frappes aériennes sur les infrastructures énergétiques des deux côtés, ce qui est une première étape pour vérifier si les Ukrainiens seront capables de tenir leur promesse d'arrêter cela. » Alexander Mercury a souligné que les Russes ne tirent que sporadiquement sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, environ une fois par mois, et que la dernière frappe a eu lieu il y a quelques jours. Donc, Vladimir Poutine ne cède pas vraiment quelque chose ici, et je ne suis pas sûr d'être d'accord avec lui là-dessus. Je veux dire, c'est un premier signe de bonne volonté de la part des Russes, montrant qu'ils sont réellement prêts à limiter leur approche militaire, ce qu'ils avaient précédemment dit qu'ils ne feraient pas. Ils ont dit que les combats militaires se poursuivraient pendant que nous négocions un cessez-le-feu. Maintenant, ici, Vladimir Poutine est prêt à dire « D'accord, nous arrêterons un aspect de la campagne militaire. » De manière compréhensible, c'est aussi l'une des façons indirectes de mener cette guerre, n'est-ce pas? Ce n'est pas un cessez-le-feu où ils cessent de tirer sur les soldats ukrainiens. C'est un cessez-le-feu où ils arrêtent de s'en prendre aux infrastructures. Surtout, et c'est important, il s'agit d'infrastructures qui sont également utilisées à des fins civiles.
Les attaques contre ces infrastructures ont toujours été une situation très délicate pour les Russes, car il s'agit d'infrastructures civiles. Bien sûr, l'infrastructure civile est également utilisée à des fins militaires, entre autres, pour fabriquer certains des biens, certains des équipements de guerre qui sont utilisés sur les lignes de front. Surtout, nous savons que l'Ukraine fabrique, bien sûr, des drones, n'est-ce pas? La guerre des drones et une grande partie de l'infrastructure énergétique sont également connectés à des sites où des drones sont produits, qui ont récemment frappé Moscou, n'est-ce pas? Ceci est donc un premier accord pour essayer de commencer à limiter les actions militaires entreprises, ce qui est, encore une fois, une étape très positive. Continuons. Tout aussi favorable a été la réponse du président russe à la suggestion de Donald Trump de mettre en œuvre une proposition bien connue concernant la sécurité de la navigation en mer Noire. Les dirigeants ont convenu d'entamer des discussions pour élaborer plus en détail un tel accord. C'est donc le deuxième domaine où nous nous rapprochons de la normalité, de sorte qu'en mer Noire, vous n'utiliserez pas de moyens militaires, bien que la mer Noire soit bien sûr un endroit où très peu d'interactions militaires ont réellement eu lieu. Encore une fois, du point de vue russe, les enjeux sont faibles. C'est un domaine à faible enjeu pour mettre en œuvre la retenue militaire. Et le fait que les Russes aient formulé cela en disant que c'était Donald Trump qui avait eu l'idée, que c'était l'idée américaine, signifie bien sûr qu'ils veulent signaler qu'ils cèdent aux Américains et que Donald Trump, encore une fois, peut dire « Regardez toutes les petites victoires ou petites cases à cocher que nous avons, que nous apportons aux Ukrainiens, n'est-ce pas? La paix, le retour à la tranquillité que nous livrons. » C'est donc une approche très soigneusement formulée, n'est-ce pas, afin de s'assurer que les Russes sont perçus comme cédant aux demandes américaines, bien que les demandes ici ne soient pas si difficiles à accepter pour la Russie. Ensuite, Vladimir Poutine a fait savoir que le 19 mars, les parties russes et ukrainiennes procéderaient à un échange de prisonniers, chacun échangeant quelques personnes, et ensuite, 23 Ukrainiens grièvement blessés seraient également inclus. Cela renvoie encore une fois à l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine, un échange de prisonniers. La Russie essaie donc de répondre aux exigences des États-Unis et tente à nouveau de montrer sa bonne volonté, de montrer qu'elle est sérieuse. Échangeons donc des prisonniers de guerre, ce qui nous intéresse tous les deux, et travaillons à partir de ces bases d'intérêt commun. Les dirigeants ont confirmé leur intention de poursuivre les efforts visant à parvenir à un règlement en Ukraine de manière bilatérale, en tenant particulièrement compte des propositions susmentionnées du président américain. À cette fin, des groupes d'experts russes et américains sont en train d'être formés. Il y a un problème grammatical ici. Cela devrait être groupe de travail, car c'est au pluriel, pas juste un groupe de travail. Donc ce sont des groupes d'experts russes et américains. C'est un problème de traduction. Mais il y aura plusieurs groupes de travail, plusieurs groupes de personnes, diplomates, russes et américains, qui négocieront différentes parties de ce cessez-le-feu qui est en cours d'élaboration. C'est une manière très intelligente de procéder. Je suis convaincu que les personnes du ministère russe des Affaires étrangères qui travaillent sur ce sujet, ainsi que celles du département d'État, possèdent toutes deux une connaissance et une compréhension très approfondie de la manière dont la plus grande avancée de la guerre froide a été atteinte, à savoir le processus de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, qui a ensuite conduit à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. La percée dans ces négociations, qui ont eu lieu sur plusieurs années à Helsinki et à Genève, a été que toutes les parties ont accepté de participer. C'était l'ensemble de l'Europe,
y compris la Russie, et jusqu'à la Mongolie, je veux dire l'Union soviétique bien sûr, et les États d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest. Ils ont tous participé à cela. Et la grande avancée a été lorsqu'ils ont réalisé qu'il fallait compartimenter l'agenda. Vous créez ce qu'on appelle maintenant des paniers. Vous créez des paniers de négociation et vous mettez différents sujets dans différents paniers et vous les négociez séparément. La question des droits de l'homme, vous la négociez séparément de la question du contrôle des armements, n'est-ce pas? Ainsi, même si vous n'avez pas d'accord sur la question des droits de l'homme, vous obtenez toujours la question du contrôle des armements. Et vous pouvez convenir de ne pas être d'accord sur un point, mais ensuite avancer avec les autres points. Et pour moi, en lisant qu'il parle ici de groupes de travail d'experts, cela suggère que cela va probablement être la stratégie diplomatique pour compartimenter les différents aspects du processus qui doivent être élaborés, puis continuer à des vitesses différentes. Mais pour aller de l'avant, vous ne pouvez pas créer ces différentes questions et les garder séparées les unes des autres. Donc, je pense que c'est ce qui se passe à partir de maintenant. Les paniers de négociation entre les Russes et les Américains sur différentes questions concernant la guerre en Ukraine. Continuons. Vladimir Poutine et Donald Trump ont également abordé d'autres questions internationales, y compris la situation au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Des efforts conjoints seront déployés pour stabiliser la situation dans les zones de crise et établir une coopération sur la non-prolifération nucléaire et la sécurité mondiale. Cela contribuera, à son tour, à améliorer l'ambiance générale des relations entre la Russie et les États-Unis. Un exemple positif est le récent vote à l'ONU sur une résolution concernant le conflit en Ukraine, dans lequel les deux pays ont aligné leurs positions. Ici, les Russes nous disent que d'accord, le Moyen-Orient fait en fait partie de cette discussion et de ce processus, parce que le processus est plus vaste que l'Ukraine. Le processus est vraiment un rapprochement, une normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis. Et dans ce processus de normalisation et de rapprochement, l'Ukraine est l'un des sujets. Mais il y a d'autres sujets. Et évidemment, c'est probablement un argument des États-Unis, ou quelque chose que les États-Unis ont apporté. Le Moyen-Orient est important pour eux, et bien sûr la question de l'Iran. Et il faut souligner que la Russie détient maintenant un levier clé, avec son accord de sécurité avec l'Iran, pour faire pression sur l'Iran, afin qu'il accepte une forme d'accord de contrôle des armements, également avec les États-Unis. Et en fait, oui, la Russie a tout intérêt à s'assurer que l'Iran est en sécurité et ne deviendra pas la prochaine victime d'Israël, ou ne sera pas bombardée. Mais d'un autre côté, la Russie a également un intérêt stratégique à s'assurer que l'Iran n'obtienne pas une bombe nucléaire. C'est un autre des alignements stratégiques entre grandes puissances historiquement. Et je vous le dis avec une certitude absolue, également, si vous regardez le processus de négociation pour le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, qui a été négocié à l'époque entre 1958 et 1968, n'est-ce pas? Cela a pris 10 ans, mais à la fin, c'était aussi un accord entre les P5, les 5 puissances nucléaires, qu'ils veulent s'assurer que d'autres puissances n'obtiennent pas la bombe nucléaire, la bombe atomique, n'est-ce pas? Nous avons donc une longue histoire de puissances nucléaires, essayant d'empêcher d'autres d'obtenir une dissuasion nucléaire. Et donc, à cet égard, la Russie a un fort intérêt à négocier avec les Américains et à s'assurer que les Américains comprennent que la Russie aidera l'Iran à se défendre, mais essaiera également de travailler avec les Américains pour s'assurer que l'Iran n'obtienne pas une bombe nucléaire, ce qui est l'un des principaux enjeux pour les Américains. En fait, Donald Trump comprend que la voie vers un règlement pacifique avec l'Iran
passe aussi par la Russie et qu'ils établissent ce lien. Mais encore une fois, je crois qu'ils ne le relieront pas à l'Ukraine. Ils vont en fait démonter cela. Ce seront des paniers séparés, car il n'aurait pas de sens de tout inclure dans le même accord. Mais tout cela sera maintenant négocié. C'est donc le plan pour les futures négociations. Les dirigeants ont exprimé un intérêt mutuel pour la normalisation des relations bilatérales, à la lumière de la responsabilité spéciale de garantir la sécurité et la stabilité mondiale partagée par la Russie et les États-Unis. Dans ce contexte, ils ont abordé un large éventail de domaines où les deux pays pourraient établir une coopération, discutant de plusieurs idées visant à favoriser des liens potentiels d'intérêt mutuel dans l'économie et l'énergie. C'est le cœur du sujet. C'est cela. C'est la Russie qui dit que les Américains les acceptent comme une autre grande puissance, qu'ils partagent la responsabilité dans un monde multipolaire pour favoriser la paix et la stabilité, et que pour atteindre cet objectif, ils veulent normaliser leurs relations, ils veulent un rapprochement, et ils veulent s'accorder sur des moyens diplomatiques afin de ne pas faire de la police mondiale, mais de la stabilisation mondiale, en réalité. Donc c'est en fait un langage très très porteur d'espoir. Un dernier point très intéressant suit alors, à savoir que Donald Trump a exprimé son soutien à l'idée de Vladimir Poutine d'organiser des matchs de hockey sur glace aux États-Unis et en Russie entre des joueurs russes et américains de la NHL et de la KHL. C'est assez fascinant parce que, vous savez, dans les relations internationales, nous avons un sous-domaine pour les études de diplomatie. Et dans les études de diplomatie, il y a un sous-domaine pour la diplomatie sportive. La diplomatie sportive a une longue histoire. La diplomatie du ping-pong, la diplomatie du basketball. Maintenant, nous avons la diplomatie du hockey sur glace. Vous savez, quand les États utilisent des événements sportifs pour se signaler qu'ils sont prêts à créer des liens entre les peuples. Et cela semble être l'un de ces moments. Le fait que les Russes disent que c'était l'idée de Vladimir Poutine et non celle de Donald Trump signifie qu'ils veulent souligner que cela est non controversé pour les Américains, que oui, bien sûr, nous pouvons le faire. Pourquoi pas? Ce qui est bien. Encore une fois, les liens entre les peuples et l'utilisation du sport comme moyen de normaliser les relations est une bonne idée, car il est vraiment nécessaire de relancer, à ce stade, les interactions sociales entre ces deux sociétés, n'est-ce pas? Donc, dans l'ensemble, je trouve cela assez utile. Regardons aussi les Américains. Le compte-rendu américain produit par la Maison-Blanche est plus court. Il est plus concis, mais il nous donne aussi quelques indices. Lisons-le ensemble. Let's read it together. Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and the ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with lasting peace. They also stressed the need for improved bilateral relations between the United States and Russia. The blood and treasure that both Ukraine and Russia have been spending in this war would be better spent on the needs of their people. So, agreement that they want to end it. Accord. Accord qu'ils veulent tous les deux mettre fin à cela. Ils veulent toujours y mettre fin. Et c'est significatif, bien sûr, parce que les médias, la semaine dernière, nous ont fait croire que si Vladimir Poutine n'accepte pas immédiatement un cessez-le-feu inconditionnel, alors le processus de paix est terminé. Alors il aura montré qui est le problème. Et non. Maintenant, dans le compte-rendu de Poutine et de Trump, les deux comptes-rendus disent qu'ils conviennent que c'est un processus et que nous continuerons le processus et que nous voulons arriver à une fin qui est en vue, mais qui nécessite encore un travail diplomatique approfondi. Et c'est en fait ainsi que les adultes font de la diplomatie, vous savez. Ce n'est pas ce monde imaginaire où tout est réglé en une seule réunion. Encore une fois, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe a pris 2 ans. The Conference for Security and Cooperation in Europe took 2 years. The Non-Proliferation Treaty took 10 years to... Le traité de non-prolifération a pris 10 ans à négocier.
Vous savez, ces grands accords internationaux sont difficiles. Ils prennent du temps. Et désamorcer une guerre et négocier la fin d'une guerre est quelque chose qui prend du temps. Et en fait, à présent, tant les États-Unis que la Russie conviennent que c'est la trajectoire. C'est le processus, et nous travaillerons vers ce processus. Donc, malgré le fait que Vladimir Poutine n'ait pas accepté un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le processus se poursuit maintenant. Le conflit n'aurait jamais dû commencer et aurait dû se terminer depuis longtemps avec des efforts de paix sincères et de bonne foi. Les dirigeants ont convenu que le mouvement vers la paix commencera par un cessez-le-feu énergétique et infrastructurel, ainsi que par des négociations techniques sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu maritime en mer Noire. Cessez-le-feu total et paix permanente. J'ai aussi du mal à comprendre cela. Donc, la Maison-Blanche dit « Oui, nous avons convenu que nous commencerons par un cessez-le-feu sur l'énergie et les infrastructures, puis des négociations techniques vers la mise en œuvre du cessez-le-feu maritime, puis un cessez-le-feu total, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, le processus est maintenant défini. Nous commençons par arrêter de tirer sur les infrastructures de l'autre en premier. Nous espérons que cela fonctionne. Nous vérifions. C'est aussi facile à vérifier. Facile à vérifier, n'est-ce pas? Et ensuite, nous utilisons le temps et continuons à négocier sur une mise en œuvre plus poussée. Et nous élargissons essentiellement les zones de cessez-le-feu. Élargissons les zones de paix petit à petit. Ces négociations commenceront immédiatement au Moyen-Orient. These negotiations will begin immediately in the Middle East. Interesting enough, so apparently they're going to go back to probably. C'est assez intéressant. Donc apparemment, ils vont probablement retourner en Arabie Saoudite, n'est-ce pas, afin de continuer à négocier là-bas. C'est ce que je retiens de cela. Les dirigeants ont parlé de manière générale du Moyen-Orient, comme d'une région de coopération potentielle pour prévenir les conflits futurs. Ils ont en outre discuté de la nécessité d'arrêter la prolifération des armes stratégiques et s'engageront avec d'autres pour assurer l'application la plus large possible. J'ai trouvé cela intéressant parce qu'ici, les Américains ne parlent pas immédiatement de guerre ou d'armes nucléaires. En fait, ils ne mentionnent pas les armes nucléaires. Ils mentionnent les armes stratégiques, ce qui est, bien sûr, une catégorie plus large que les seules armes nucléaires. Apparemment, les Américains et les Russes ne sont pas entièrement d'accord sur le type de prolifération qu'ils souhaitent empêcher en Asie de l'Ouest. Il semble que les Américains aient pour objectif d'empêcher également d'autres flux d'armes vers l'Iran, et pas seulement les armes nucléaires. Mais évidemment, ils ont choisi d'utiliser un langage différent. Encore une fois, cela fera partie de la négociation. Cela me dit que les Américains veulent plus de la Russie que simplement leur aide pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Les deux dirigeants partagent l'avis que l'Iran ne devrait jamais être en position de détruire Israël. Cela va de soi. La Russie n'a jamais réellement convenu qu'Israël devait être détruit ou que l'Iran devait pouvoir détruire Israël. Ce n'est pas le point. Le point est que les Russes ne veulent pas qu'Israël attaque l'Iran et que l'Iran soit déstabilisé de l'extérieur ou de l'intérieur. Je veux dire, ils ont un intérêt dans un Iran stable et ont donc créé un accord de coopération en matière de sécurité avec eux. Mais il n'a jamais été question de l'objectif de détruire Israël, du moins pas du côté russe. Donc, dernier paragraphe. Les deux dirigeants ont convenu que l'avenir avec une relation bilatérale améliorée entre les États-Unis et la Russie présente d'énormes avantages. Cela inclut d'énormes accords économiques et une stabilité géopolitique lorsque la paix aura été atteinte. Encore une fois, vous l'avez ici. L'objectif principal des Américains à ce stade, celui qu'ils nous donnent, est de créer un environnement globalement stable et de normaliser les relations entre eux, puis d'utiliser cette relation pour gérer ces deux théâtres de conflit. L'un est l'Europe et l'autre est le Moyen-Orient. Maintenant,
Il y a cet argument très important de Brian Berletic dont j'ai déjà parlé auparavant. Vous trouverez également cette vidéo sur ma chaîne, dans laquelle je discute de son argument, selon lequel les États-Unis changent actuellement simplement de tactique en ce qui concerne la Russie, parce qu'ils ont rencontré un mur, mais que globalement, l'objectif d'hégémonie et de domination mondiale n'a pas changé. Et cet argument doit être pris très au sérieux. Ce que nous lisons ici, dans la manière dont ces documents sont formulés, donne l'impression que les États-Unis sous l'administration Trump se sont sérieusement éloignés de la stratégie des néoconservateurs et que nous n'avons pas nécessairement besoin de nous attendre à un retour. Mais il pourrait y avoir un retour, n'est-ce pas? Il pourrait y avoir une nouvelle administration. Cela pourrait encore faire partie d'une stratégie pour inciter la Russie à l'autocontrôle, tout en utilisant le temps pour armer à la fois l'Ukraine et Israël afin de mener une nouvelle offensive à l'avenir. Nous voyons en ce moment au Moyen-Orient comment Donald Trump a décidé de bombarder le Yémen et comment Israël a maintenant relancé sa campagne génocidaire, une tuerie contre les Palestiniens au Yémen. Et beaucoup, vraiment beaucoup dépendra des prochains jours pour savoir si Donald Trump va revenir sur cette décision. Si c'était une erreur ou une sorte d'idée étrange d'apporter plus de leviers de négociation à la table, afin de forcer les Russes à considérer également le Moyen-Orient. Peut-être que les Russes voulaient exclure le Moyen-Orient des discussions parce qu'ils ont un intérêt à résoudre l'Europe en premier. Peut-être que c'était une façon pour Donald Trump d'insérer de manière forcée et violente le Moyen-Orient dans ce processus de paix avec les Russes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et l'issue de ce processus est tout sauf claire. Il n'est pas certain que cela réussisse. Beaucoup dépendra également du processus de paix et du rôle des perturbateurs. Le gouvernement ukrainien, même les nationalistes ukrainiens d'extrême droite, pourraient être des perturbateurs s'ils renversent ce que le gouvernement accepte alors. Le gouvernement de Kiev est d'accord avec les Américains. Les Européens pourraient agir comme des perturbateurs, n'est-ce pas? S'ils essaient d'introduire une sorte de force de maintien de la paix étrange contre la volonté des Russes et des Américains, je serais surpris s'ils y parvenaient. Mais néanmoins, de mauvaises surprises peuvent survenir dans ces processus. Mais ce que nous savons maintenant avec certitude, et c'est la dernière preuve en date, c'est que Vladimir Poutine et Donald Trump considèrent ce qui se passe comme un processus, et ils veulent que ce processus continue. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour faciliter la poursuite du processus, y compris la compartimentation des discussions, la création de différents groupes de travail et la prise en compte des objectifs stratégiques de l'autre, tout en essayant de pousser autant que possible pour les leurs. Comme nous le voyons, les Russes ne sont pas assez crédules pour être convaincus d'arrêter immédiatement toute action militaire. D'un autre côté, les Américains comprennent que les Russes ne cesseront pas toute action militaire, et ils se satisfont d'un succès partiel, n'est-ce pas? Un cessez-le-feu partiel, un premier noyau de cessez-le-feu, et ce noyau peut maintenant être élargi petit à petit. Je crois fermement que c'est la tactique ou la stratégie des deux côtés, et que maintenant, pour la première fois, nous avons une situation dans laquelle les grands intérêts stratégiques de Moscou et de Washington coïncident réellement. Et par pur intérêt personnel, je crois que nous avons maintenant une chance pour la première fois depuis plus de 3 ans, pour la première fois depuis 4 ans, 5 ans, une chance d'un accord entre les grandes puissances qui pourrait mener à une désescalade. Espérons que les Européens ne gâchent pas tout. Mais pour l'instant, cela semble prometteur. Merci. For now, looks hopeful. Thank you.